contre toute attente, c'est en devenant réellement homosexuel et en vivant réellement ma sexualité avec des hommes que j'ai pu développer mon pôle masculin réel. C'est dans la rencontre intime, amoureuse, sexuelle avec les hommes que j'ai pu développer mon masculin, le confirmer, en être fier, alors que dans mon couple hétérosexuel, j'avais justement ce rôle d'homme sensible, féminin, discret, timide, réservé, enfin voilà, et j'aurais pu peut-être passer ma vie sans vraiment pouvoir développer mon propre masculin, un masculin qui vient de l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important qu'on se rende compte que c'est pas l'orientation sexuelle qui permet le développement du féminin d'une femme ou du masculin d'un homme, que ça se passe par une alchimie qui appartient à chacune et chacun et qui dérive de son histoire et de ses expériences de vie. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à nouveau rendez-vous avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, écrivain, personne hautement sensible, chercheur, membre de l'Observatoire de l'ultrasensibilité, fondateur du Centre de recherche et d'études en psychanalyse, mélomane, musicien, artiste, créateur de la Journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier, mais également homosexuel. Bonjour Saverio, c'est un plaisir d'échanger à nouveau avec toi aujourd'hui. Bonjour Mathieu. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles, et qu'on pourra en donner beaucoup d'autres, d'ailleurs on l'a déjà fait ensemble, sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui est, tu en conviendras, une très bonne nouvelle. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif, comme à son habitude. Alors c'est la première fois que nous allons aborder le sujet de l'orientation sexuelle sur cette chaîne et j'avoue être un peu impressionné. Et pour dire vrai, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'est la peur de faire un faux pas, de mettre les pieds dans le plat. En tout cas, je tenais à commencer par évoquer ce ressenti, pour exorciser mais également pour faire preuve de sincérité, avec voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je voudrais te remercier vraiment Saverio d'avoir accepté cet entretien avec enthousiasme lorsque je te l'ai proposé. Ma première question pour toi sera la suivante. Comment reçois-tu le fait que j'évoque cette appréhension ? Je te remercie parce que ça rejoint aussi mon appréhension. C'est pour moi la première fois que j'en parle publiquement comme ça et lors d'une vidéo. Donc je n'ai jamais fait secret de mon changement d'orientation sexuelle puisque j'ai d'abord été marié et je suis papa de 2 enfants, mais j'étais discret et je n'en parlais pas lors de mes conférences ou dédicaces ou vidéos. Donc là, c'est une grande première pour moi aussi. Et cette sincérité qui est la tienne, je pense qu'elle est nécessaire pour aborder ces thèmes intimes, personnels, subjectifs, profonds et impliquants. Donc, merci. Merci de ta confiance. Je vois, oui, que l'appréhension est partagée. Ça, je m'y attendais pas, tu vois. Du coup, directement, on commence par être touchés tous les deux par l'appréhension de l'autre, finalement. C'est peut-être ce qui se joue justement dans les partages où on touche à l'intime, c'est que l'intime de l'un réveille l'intime de l'autre. Alors l'intime au sens le plus large, pas forcément la sexualité. Et c'est un peu comme quand on est ému, nos émotions éveillent des émotions chez les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans les partages authentiques, c'est qu'on n'est pas dans du discours, on est dans de l'expérience de la rencontre et de la vérité de la rencontre. Mmh. Tout à fait, ça a à voir ce sujet-là directement avec l'intimité. Et je me disais, mais par rapport aux autres sujets qu'on aborde, notamment voilà les surdoués qui vont avoir, les spécificités en fait cognitives qui vont donner un rapport au monde, à l'autre et à soi différent, donc qui vont occasionner en fait
euh, des relations aux autres teintées en fait de ces fonctionnements cognitifs. Là, pour le coup, les relations aux autres, en fait, finalement, mis à part le partenaire ou les partenaires qu'on a choisis dans son intimité, il y a rien d'autre qui change. Et pour autant, j'ai plus d'appréhension à aborder ce sujet-là. Je comprends pas. En fait, l'homosexualité, à première vue, ça semble pas être un sujet tabou parce que c'est relativement répandu au niveau médiatique. C'est un sujet qui est abordé, moi j'ai trouvé, de trois manières différentes. Alors peut-être que tu en auras d'autres à nous citer, mais je me suis dit, principalement, les trois manières dont je reçois cette information, c'est sous l'angle du rire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes en ce moment, déjà énormément d'humoristes en général, mais il y en a beaucoup qui portent ce sujet-là, comme Jarry, Alex Ramirez, Marine Baousson, Pierre Palmade, Jean-Philippe Janssen, Fanny Ruet, et plein d'autres encore. Et la deuxième façon de l'aborder, c'est sous l'angle du drame par rapport à des films coup de poing du style La vie d'Adèle ou 120 battements par minute, etc. Et puis la troisième, je me suis dit, c'est un peu sous l'angle de l'exubérance, avec des artistes comme Boy George, George Michael, Freddie Mercury, Elton John, ou des films comme The Rocky Horror Picture Show, bon, désolé pour l'accent, et La Cage aux Folles, etc. Et d'où ma question, comment te sens-tu représenté concernant ce sujet au niveau médiatique? Oui, c'est une question super importante parce que je ne me sens pas représenté et il me semble que la plupart des représentations que tu cites ne rendent pas justice à la vérité de la vie quotidienne et des relations amicales, professionnelles ou amoureuses des homosexuels. C'est comme si encore, même si on a fait énormément de progrès dans la société et la culture, et on en a encore autant à faire à mon avis, c'est comme si ce thème, cette réalité dérangeait encore trop pour qu'on en parle simplement euh, dans ce qu'elle est, sans, sans avoir besoin de soit en rire, soit la rendre extravagante et quasiment ridicule à force d'exubérance, soit, comme tu le disais, aussi de dramatiser autour du rejet ou du sida ou de difficultés de vie ou du suicide des jeunes homosexuels. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé la simplicité tranquille, la force tranquille, sans forcément faire référence à un personnage politique, mais on n'a pas trouvé cette confiance de pouvoir parler de l'homosexualité sans en faire quelque chose de particulier pour que ce soit accepté par le grand public. Ouais, ouais. C'est exactement ce qu'il y avait en creux dans ce que je constatais en fait. Et j'aimerais quand même prendre quelques secondes pour citer un spectacle qui m'a particulièrement touché, ému. Il y a beaucoup de gens qui ont Netflix aujourd'hui, donc je vous conseille le spectacle qui s'appelle Nanette de Hannah Gadsby, qui est fabuleux. Alors, il fait pas exception à la règle que tu cites juste avant, c'est-à-dire que c'est justement quelqu'un qui a fait beaucoup de spectacles humoristiques sur le fait d'être homosexuel et qui en fait fait son dernier spectacle. Alors, c'est ce qu'elle dit sur le moment et je crois elle est très sincère dans le fait de dire que c'est son dernier. Et comme il a eu énormément de succès, en fait, elle en a refait un autre derrière. Mais ce spectacle-là, il est incroyable. Moi, il m'a bouleversé. Je l'ai vu deux fois et c'était pas possible de rester neutre par rapport à ce qu'elle est en train de poser. C'est d'une force et d'une puissance qu'elle balance. C'est incroyable. Donc voilà, allez-y. Je mettrai peut-être le nom du spectacle en dessous, mais je pense pas qu'on puisse faire du lien avec directement du Netflix. On verra. Je me demandais donc du coup par rapport à ce constat-là, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait élever le débat sur le sujet? Ce qui pourrait élever le débat, c'est déjà de ne pas limiter l'homosexualité aux pratiques sexuelles. C'est-à-dire que ce soit l'homophobie euh, ou l'espèce de tolérance qui fait qu'on peut en parler dans les médias, mais en riant ou en dramatisant ou en étant dans l'extravagance, c'est que dans l'imaginaire collectif, beaucoup de personnes restent centrées sur la différence des pratiques sexuelles
Euh, En fait, dans la réalité, il y a beaucoup de similitudes, hein. Quand on fait l'amour, on fait l'amour. Quand on s'embrasse, on s'embrasse. Quand on se caresse, on se caresse. Quand on se serre dans les bras, on se serre dans les bras. Quand on dort ensemble, on dort ensemble. En fait, il y a beaucoup de similitudes et c'est plutôt ça qui est important, c'est de voir que nous sommes des humains qui aimons d'autres humains. Alors que si on se focalise sur le côté trivial, explicite de la sexualité homosexuelle, c'est sûr que ça gêne. Ça gêne parce que soit ça fait partie quelque part de fantasmes inconscients qu'on n'a pas envie de, dont on n'a pas envie de parler ou qu'on n'a pas envie de s'avouer, soit on se dit que c'est trop différent de sa propre sexualité, que donc c'est forcément une sexualité problématique, mais on n'est pas dans l'accueil global qui, entre autres, a une orientation sexuelle différente, une orientation sexuelle pour le même genre. C'est comme si dans tous les enfin, la plupart des discours et de ce qu'on produit sur l'homosexualité, c'est comme si on devait s'excuser ou justifier ou camoufler euh, cette obsession de l'imaginaire collectif pour les petites différences dans les pratiques sexuelles. Ouais. Ouais, c'est très touchant justement d'arriver. Bah, moi, je suis content parce que j'ai l'impression en fait que très simplement là, ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de se passer là tout de suite, c'est presque transgressif, mais sans l'être. C'est-à-dire que justement, je prends pas plaisir à faire du transgressif, mais je prends plaisir à être en train de faire du transgressif sans douter du fait que ce soit pertinent. Voilà. C'est d'abord parce que c'est pertinent et le fait que ça soit ressenti comme étant un peu transgressif, bah, ça veut dire que on en entend, c'est très présent et en même temps c'est pas abordé. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Oui, c'est vrai, et en même temps, je dirais pour ta chaîne en général, que ce qui est extraordinaire, c'est cette qualité de la contre-culture, cette qualité de la création d'une contre-culture dans le vrai de l'expérience humaine, alors que je crains, je n'en suis pas sûr, mais je crains que dans les grands médias, dans cette culture officielle du courant principal mainstream en anglais, du conformisme, quoi. Dans les grands médias, c'est comme si on était obligé, si tout le monde était obligé de dire la même chose ou de faire la même chose, de se comporter de la même façon pour être accepté, hein, c'est un peu cette loi de la masse qui fait qu'il y a une uniformisation et un nivellement, alors que dans ce que tu dans ce que tu crées avec Gaëtan, dans ce que vous faites et que vous permettez, il y a la, la production, je trouve pas de meilleur mot, ou la création, l'invention d'une contre-culture qui finalement est tellement plus vraie, tellement plus vivante, tellement plus juste dans le reflet de nos vraies vies, de nos vraies existences. Merci. Waouh. Bah, merci à toi, c'est très touchant de recevoir ça. Merci. On fait ça. En fait, c'est la joie qui nous porte et la curiosité, comme on aime à le rappeler à chaque début d'interview, mais c'est la joie qui nous porte à découvrir d'autres personnes, d'autres façons de penser et de non pas justement être sur qu'est-ce qu'il faudrait dire sur ce sujet-là, mais sur qu'est-ce que les gens ont à dire de différent sur le même sujet, d'accueillir les subjectivités. En fait, c'est ça le principe, hein. Et donc on est ravis que ça soit accueilli et c'est vrai qu'on a de très bons retours de nos invités qui à chaque fois sont très contents de ce qu'on leur propose et donc du coup ça nous pousse simplement à aller plus loin et à continuer l'expérience et à renouveler l'expérience avec les gens qui sont contents de le faire et puis si nous on sent l'élan d'avoir d'autres choses à échanger comme avec toi donc merci de ta confiance encore une fois c'est très chouette. Je me dis par rapport justement à ce sujet-là aussi, je me suis demandé, bah, en fait, est-ce que c'est une étiquette comme une autre et est-ce que je peux essayer de voir ce que ça donne, les trois étapes que je mets habituellement, ben voilà, quand je reçois des invités sur le thème de la douance, de l'hypersensibilité, de l'autisme, jusqu'à maintenant, c'est ces trois thèmes qui sont beaucoup abordés. Est-ce que ces trois étapes-là, elles fonctionnent et est-ce que tu veux bien qu'on essaye de voir un petit peu ce que ça donne avec ça? Ouais. Oui, oui. Ok, super. Bon bah alors du coup, je vais faire un petit topo parce que à chaque fois je réexplique vraiment très rapidement ces trois étapes. Donc je vais les résumer brièvement. Pour moi, la première étape, c'est celle du décalage quand on se sent seul, potentiellement fou
et parce que bah voilà, on a l'impression d'être seul avec une version de la réalité qui est pas acceptable par les autres et on n'ose pas la sortir et donc on se sent un peu extraterrestre. Et la deuxième étape, c'est l'arrivée de l'étiquette qui se colle sur le front de la personne en question et qui va comprendre de façon plus ou moins scientifique mais toujours plus rationnelle qu'avant ce décalage et le fait qu'elle n'est pas seule, pas folle et qu'elle est bien un peu extraterrestre à l'endroit où justement cette étiquette lui correspond. Et l'étape 3, évidemment, c'est ce qu'on fait de tout ça. Donc la question que je pose habituellement, c'est est-ce que ce serait pas le moment de réhumaniser son extraterrestre? Et en d'autres mots, est-ce que on peut passer à travers l'étiquette, la transcender et retourner à l'humanité à laquelle on appartenait depuis le début? Donc est-ce que ça te paraît absurde, ces trois étapes, sur le sujet de l'homosexualité pour toi? Non seulement ça ne me paraît pas absurde, mais c'est très juste, parce que c'est ce qui s'est passé aussi en ce qui concerne mon orientation sexuelle. Hmm. Je me demande, par rapport au fait que tu as eu une première vie avec un couple hétérosexuel, en fait, cette première étape que je décris, elle a duré très longtemps pour toi. Oui et non. Je crois qu'il y a eu l'étape pour moi-même où j'ai découvert enfant, je crois que j'avais 8 ans lors du premier film que j'ai vu en dehors des dessins animés, où c'était une histoire d'Indien. Et à un moment, un garçon indien veut s'échapper et un cow-boy, je crois, l'attrape et l'attrape par son pantalon et le garçon est en train de monter un mur ou un portail et puis on voit ses fesses. Donc on voit ses fesses nues. Et là, j'ai eu un émoi sexuel très simple, mais d'une très grande évidence, qui fait que même si après j'ai certainement peut-être pas refoulé au sens propre, mais mis ça un peu de côté, il me semble que pour moi c'était clair que j'étais attiré par les garçons. Et puis après, ça s'est confirmé au moment de la puberté, au début de l'adolescence, etc. Même si, en même temps, j'essayais de faire comme les autres garçons, c'est-à-dire je suis sorti avec des filles, et j'avais des amies filles avec lesquelles je m'entendais très bien, je suis tombé amoureux de certaines filles, donc euh, ça a été compliqué parce que qu'est-ce que c'est que d'être un garçon et de faire comme les autres garçons? Ben, c'est sortir avec une fille, par exemple, hein. C'est l'embrasser, puis c'est la caresser, puis c'est coucher avec elle, etc. Alors que plus je mûrissais, c'est-à-dire plus j'arrivais vers le début de mon âge adulte, plus je me rendais compte qu'en fait j'étais vraiment attiré et excité sexuellement par les garçons. Mais comme je ne suis pas... C'était une autre époque peut-être, c'était les années 80, la fin des années 70, le début des années 80, plus l'arrivée du sida, avec toutes les choses horribles qu'on a pu dire sur les homosexuels à ce moment-là. Donc moi, ça m'a freiné en dehors de mon éducation, peut-être de ma réserve, de mon côté sentimental. J'ai été très amoureux dans des amitiés avec des garçons qui n'étaient pas homosexuels, donc avec lesquels on pouvait simplement se prendre dans les bras ou se donner une claque dans le dos ou sur l'épaule, quoi. On pouvait pas faire beaucoup plus. Euh, mais j'ai tout de même eu une relation où il y a eu de l'intimité sans aller très loin dans la sexualité avec un garçon qui faisait du théâtre avec moi, Alexandra, quand j'avais 19-20 ans, qui était une très très belle histoire d'amour. Alors comment j'ai fait pour finalement tomber amoureux d'une femme, me marier, etc. Ben, c'est surtout parce qu'elle m'a choisi. Hmm. Je pense pas que moi je serais allé vers elle amoureusement. On était très amis, mais comme elle est tombée amoureuse de moi et qu'elle a parlé de faire des enfants, enfin voulait avoir des enfants avec moi, que j'avais à l'époque 22, 23 ans, ben je me suis dit ben oui c'est l'étape quoi. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Ce qui fait que je peux pas dire que j'étais vraiment dans un couple hétérosexuel ou dans une vie hétérosexuelle parce que je n'avais pas connu sexuellement de femmes avant. J'étais sorti avec des filles, mais j'avais pas fait l'amour avec des femmes. Donc ça s'est fait avec cette femme-là, dans un projet de mariage, hein, socialement très très cadré, de mariage bourgeois en plus on peut dire, hein, puisque c'est les milieux dont elle était issue et dont je suis issu. Et bon, ben, on a fait comme les autres, comme les copains, comme les frères et sœurs, et ça a marché un temps. Ce n'est qu'à partir du moment où, dans le mariage, pour des raisons qui appartenaient à cette femme, la sexualité n'a pas été suffisamment épanouissante. Elle était tout à fait possible et plaisante et au début fréquente, puis de moins en moins fréquente après.
Donc au début, moi, je me suis pas tellement rendu compte non plus parce que comme là, ça se passait bien dans la sexualité, je dis bon bah c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça n'empêchait pas dans la rue ou dans d'autres relations d'être attiré par des hommes. Ce n'est que quand notre sexualité a vraiment a décliné que progressivement mon corps et la conscience que j'avais de mon corps et de ces élans ne cessait de me dire que c'était les hommes que je préférais, c'était avec un homme que j'avais envie de vivre une relation d'amour. Et donc ça s'est fait, euh, le passage de la première étape à la deuxième étape s'est fait dans une progression de discussion aussi avec mon épouse, ma femme de l'époque. Et puis j'étais en psychanalyse, donc j'en parlais beaucoup en séance chaque semaine et dans une espèce de progressivité qui fait que ça, je ne peux pas dire que ça a été facilement admis par Anne, la mère de mes enfants, mais en tout cas, j'en avais parlé très tôt du fait que j'étais attiré par les garçons. Elle m'avait dit que ça la gênait pas. Bon, donc il y a eu quelque chose qui s'est précisé et qui n'est devenu réel qu'à partir du moment où on a décidé de se séparer, pour d'autres raisons d'ailleurs. Hein, c'était pas pour cette raison-là. Il y avait une mésentente fondamentale sur l'éducation de nos enfants qui nous empêchait vraiment de continuer notre couple de parents. Et c'est à cette occasion-là que bon, bah, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, j'avais 31 ans, c'est le moment ou jamais d'affirmer le fait que je préfère les hommes, ou en tout cas que je suis attiré par les hommes. Et je n'ai jamais vraiment dit homosexuel, justement parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte dans ma psychanalyse que c'était une étiquette et Hmm. que je n'avais pas envie de la porter. C'est-à-dire que ma vérité profonde, c'était que oui, c'était les hommes qui m'excitaient, mais c'est comme ça, et je suis un être humain, et je suis un homme, et j'ai pas tellement envie de m'étiqueter d'une façon ou d'une autre. Euh, donc c'était plutôt euh, maintenant je dis j'ai un compagnon ou je vis avec un homme. Je dis pas je suis homosexuel. Et ce qui fait que sur cette deuxième phase, elle a été assez rapide où je l'ai annoncé. Voilà, bah, il fallait dire les mots qui existent, quoi, à mes parents, à mes frères, à mes amis, etc. Par les amis très très proches qui m'ont vu tomber amoureux assez rapidement d'un autre homme, donc là j'ai même pas besoin de le dire. Mais sinon, il a fallu utiliser ce mot, cette étiquette, pour préciser que je changeais d'une certaine façon de vie ou de mode de vie, ou de, en tout cas aux yeux des autres, je n'étais plus tout à fait le même, alors qu'au fond de moi, je suis toujours resté le même. Mais très vite, j'ai laissé tomber l'étiquette pour être dans le vécu de mon humanité, qui est ainsi. C'est ma spécificité, ma subjectivité. Ok. Donc ça veut dire dans ce que déjà merci pour ton témoignage parce que voilà là tu nous livres quelque chose de très intime à ton histoire de vie et voilà donc merci pour ça et puis j'ai l'impression que justement ces trois étapes qui sont expliquées de façon linéaire et comme si elles se succédaient les unes les autres en fait elles sont superposées dans ton expérience puisque la une et la deux c'était un petit peu quelque chose de l'ordre du bras de fer dans ce que moi je ressens dans ce que tu me dis. C'est-à-dire que les deux étaient vécus alternativement, j'ai l'impression, jusqu'au moment où il a fallu se rendre à l'évidence d'une certaine façon. Et le fait de se rendre à cette évidence-là, c'est comme si ça avait amené l'étape 3 presque directement, j'ai l'impression, puisque c'est comme si tu me disais que tu, cette étape 2 qui peut être en fait l'occasion, dans ce que j'ai l'habitude de dire sur les autres étiquettes qu'on aborde, l'occasion en fait de rejoindre une communauté de personnes et de lier des liens avec cette communauté au risque de faire justement une équipe contre le reste du monde qui devient du coup un petit peu médiocre, pas intéressante, un caillou dans la chaussure. T'as pas vécu cette étape-là, toi? Non, alors déjà, moi, j'ai pas tellement vécu un bras de fer ni une alternance parce que je n'ai pas eu une vie sexuelle parallèle. J'ai commencé ma vie sexuelle homosexuelle vraiment après la séparation euh, avec Anne. Donc c'était plutôt en moi, et comme ça a toujours été dit, je n'ai jamais caché à Anne que je pouvais être attiré par les garçons quand j'étais jeune, puis par les hommes quand je suis devenu plus âgé.
je veux dire par des hommes de mon âge, quoi. C'était pas quelque chose qui était dans une espèce d'ambivalence ou de confrontation ou d'opposition. C'était plutôt comment je vais me débrouiller si je reste avec une femme ou si je vis une vie hétérosexuelle, quand je vais me débrouiller pour intégrer ce que je suis vraiment au fond. Euh, alors c'est vrai que ça pouvait passer par des amitiés très fortes avec des hommes, mais c'était des amitiés, ça n'est pas plus loin. Alors, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Bah c'est juste le fait que s'enfermer au sein de la Ah communauté, oui, oui. voilà, c'était ça. Alors là encore, je pense que la psychanalyse m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé ma première psychanalyse, j'avais 20 ans, donc bien avant ce changement d'orientation sexuelle euh, officielle en tout cas et réelle, euh, dans le concret du vécu. Et je n'ai jamais été attiré par les mouvements LGBT que je que j'apprécie et que je respecte et que je remercie pour tout le travail qu'ils font. Je n'ai jamais été attiré non plus par les communautés homosexuelles. Je ne suis pas allé dans des bars gays ou des saunas ou des endroits de rencontre homosexuels. C'est-à-dire que j'étais hors communauté. On disait à l'époque, je ne sais pas si on le dit encore, on disait à l'époque hors milieu. C'est-à-dire que moi, ça se passait dans ma vie, dans mes relations, de façon extrêmement simple. Je rencontrais quelqu'un qui me plaisait au travail ou dans mes amitiés ou ailleurs, et puis c'est comme ça que sont nées soit des amitiés si c'était des hommes hétérosexuels, soit quand c'était possible, qu'il y avait une attirance réciproque, des sentiments réciproques, une relation amoureuse. Ce qui fait que là encore, je n'ai pas fait l'expérience d'une communauté homosexuel. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, intéressant, parce que justement, c'est aussi un parcours singulier que celui-ci à ce niveau-là, celui qui est le tien. Ouais, il y a à la fois, en fait, la révélation, elle est plus au niveau de ton entourage finalement, et d'assumer auprès de ton entourage et de tes proches ce truc-là, même si c'était déjà le cas avec ton ex-épouse. Donc du coup, finalement, il y a quelque chose d'assez cohérent et pourtant saccadé, j'ai presque envie de dire. Du coup, ce que je me posais comme question, c'est justement l'accueil de ton entourage. Est-ce qu'il a été multiple? Est-ce qu'il a été unanime? Est-ce qu'il a été facile pour toi de parler de ce sujet-là qui relève de ta vie intime, mais qui pour autant est obligatoire à aborder à un moment donné, j'ai l'impression. Quoique, justement. Donc toutes ces questions, je te les pose un petit peu en rafale. Alors, ça a été facile pour moi et je pense que là encore, je suis une exception enfin, je ne suis pas la seule exception, mais je fais partie des exceptions parce que le plus souvent c'est difficile ou ça a été difficile. Ça a été facile parce que adolescent, j'ai lu des autrices et des auteurs homosexuels et j'ai été en ça guidé par la bibliothécaire du lycée Masséna à Nice où j'ai fait euh, mes études secondaires et que j'aimais beaucoup. C'est une femme que j'aimais beaucoup. Je pense qu'elle-même était homosexuelle, qu'elle avait senti quelque chose en moi et qu'elle m'avait orienté vers certaines lectures. Et ces lectures très tôt m'ont mis en accord parfait, en harmonie en tout cas, avec moi-même, avec mon érotisme, avec mes vibrations, avec mes énergies, avec quelque chose de mes profondeurs, qui fait que bon, bah voilà, c'était comme ça, c'était comme ça. Et après, ça a été la même chose dans mes différentes psychanalyses où petit à petit, appris, ou je sais même pas si c'est appris, mais à, j'ai apprivoisé ma singularité et que c'était comme ça que j'étais. Et donc, je n'ai pas abordé la phase de l'annoncer aux autres avec de la culpabilité, un besoin de me justifier, une gêne, me dire que j'étais anormal. Non, tout ça, ça avait été pendant longtemps, ça avait été exploré et dépassé, ou en tout cas intégré, je ne sais pas comment on peut dire, ou allégé, enfin tout ça à la fois dans mon parcours humain et mon parcours thérapeutique, personnel. Ce qui fait que quand je l'ai annoncé, j'ai commencé à l'annoncer au travail, parce que j'avais des collègues dont j'étais très très proche et que j'ai toujours beaucoup travaillé. À l'époque, je n'étais pas psychanalyste, je travaillais dans la publicité et le marketing.
Eh bien, mes collègues l'ont très très bien pris. Ils m'ont dit, bon, ça nous étonne pas. Mais pas, ça nous étonne pas dans le sens, ah, tu nous cachais quelque chose, mais comme d'une évolution humaine qu'ils sentaient venir et qui était juste pour moi comme pour eux. Et donc, ça a été accueilli avec beaucoup de joie par mes collègues et mes amis. Euh, Ça a été accueilli avec compréhension, empathie, compassion par mon ex-femme, même si après, au moment des procédures judiciaires du divorce, son avocate s'en est servi un peu pour essayer de me discréditer. Mais enfin, ça, je pense que c'est plus la guéguerre judiciaire. Les avocates et les avocats essaient de trouver tous les arguments possibles. Bon, mais ça n'a pas été utilisé beaucoup ni longtemps et ça n'a pas posé de problème parce que les juges, c'était à Nanterre, on habitait Boulogne, donc on était dans les Hauts-de-Seine. Les juges étaient féministes à Nanterre, très très évolués et absolument pas braqués contre l'homosexualité. Au contraire, enfin, j'ai eu la chance d'avoir en face de moi des juges qui étaient extrêmement évolués, ouvertes, etc. Et puis mes parents, alors mes frères l'ont bien pris, mes parents, ma mère, de façon surprenante, l'a bien accepté. C'est mon père qui a mis un peu plus de temps pour l'accueillir, mais dans une progression aussi, parce que je me souviens d'un psychanalyste que j'avais consulté spécialement pour savoir comment je pouvais en parler à mes enfants, et qui m'avait dit, ben écoutez, vous avez mis du temps pour le comprendre et l'admettre, ben vos enfants ce sera pareil, ils ont besoin de temps, donc vous n'avez pas forcément besoin de leur annoncer, ils vont comprendre que vous allez avoir un copain, et que ce copain vous l'aimez, et que vous êtes amoureux, etc. Donc pour mon père, je me suis dit, c'est un peu le même processus, finalement il est d'une culture italienne et espagnole d'origine, même s'il est né, il a grandi en France, enfin d'une culture méditerranéenne où l'homme est vu d'une certaine façon. Ça a été plus difficile pour lui d'accueillir mon homosexualité, mais finalement, moi, je n'ai vécu aucune difficulté majeure, peut-être même aucune difficulté réelle dans l'annonce de mon homosexualité. Bah écoute, je m'en réjouis pour toi. Merci. C'est aussi bien d'avoir des témoignages justement comme le tien avec bah, tout ce que tu nous livres là justement, c'est une histoire tellement personnelle et c'est pas les histoires qu'on a l'habitude d'entendre en fait sur le sujet. Donc rien que pour ça, je me réjouis qu'on soit en train de d'avoir cet échange pour d'autres raisons aussi. Et justement, on a parlé beaucoup d'hypersensibilité tous les deux, de haute sensibilité d'ailleurs précisément. Et est-ce que tu considères l'étiquette de l'homosexualité comme étant de même importance que la haute sensibilité? Et d'ailleurs, vu que les deux ont été un peu transcendés, on peut dire que c'est plutôt des sujets que des étiquettes finalement aujourd'hui pour toi. Oui. Euh, je suis convaincu, en tout cas dans mon parcours, que c'est plus difficile d'être hautement sensible que d'être homosexuel, parce que même si il faut de l'humour ou de l'extravagance pour accepter l'homosexualité, elle est acceptée. Alors que pour l'instant, la haute sensibilité et les atypies qui en découlent ou qui sont voisines, elles ont plus de mal à être acceptées, mais c'est peut-être le début. Nous sommes des pionnières et des pionniers, et c'est très bien d'ouvrir le chemin, de frayer une voie. Hein. Disons que pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était enchevêtré. C'est-à-dire que quand j'ai été moqué au collège, j'ai été harcelé quand j'étais au collège, alors pas en sixième, mais ça commençait en cinquième et jusqu'à la troisième, à la fin de la troisième, euh, on me traitait de tapette, de tafiole, de garçon efféminé, enfin tous les mots qui peuvent désigner un garçon différent. Mais déjà pour moi, est-ce que je savais pas, enfin oui, on peut dire que je savais puisque j'avais eu cette révélation à 8 ans de mon émoi pour un garçon, mais c'était pas si clair que ça que j'étais homosexuel et pour moi, quand on me harcelait, c'était plus ma sensibilité en fait. Ma sensibilité, mon originalité, ma créativité qui était attaquée ou qui était gênante. Et, Et donc, je pense que mon cheminement humain, très très tôt, ça a été de comment faire pour vivre avec les autres, avec cette sensibilité-là. Et si dans ce grand ensemble de ma sensibilité élevée, originale et créatrice, il y a aussi peut-être, pour l'époque, l'homosexualité,
Ça c'était finalement pas la préoccupation majeure. Parce que je me disais, de toute façon, on verra bien, et puis si j'aime les garçons, j'aime les garçons. Enfin, c'était pas tellement ça le problème, c'était comment moi, être humain sensible, je vais pouvoir m'en sortir dans ce monde de brutes, quoi. Hmm. Donc oui, Ouais, c'était deux choses assez liées. ok. Bah du coup, je vais faire aussi un petit témoignage personnel, puisque pendant mon adolescence, même peut-être plus jeune que l'adolescence, je sais pas trop, il se trouve que en ayant développé une sensibilité plutôt d'ordre féminine dans ce qu'on attribue, hein, les qualités évidemment, avec les archétypes du masculin et du féminin. D'ailleurs, on va les aborder ensemble juste après. Le fait d'avoir saisi la masculinité comme étant quelque chose que je ne voulais pas développer chez moi. C'est-à-dire que aujourd'hui les combats ou les élans qui sont qualifiés de woke par ceux qui sont pas d'accord, qui sont de l'ordre de la déconstruction. Moi, dans un premier temps, je me suis construit en voyant que je ne voulais pas adhérer à cette masculinité que je voyais devant moi. J'étais, comment dire, J'étais un peu horrifié de devoir y souscrire en fait. J'avais l'impression d'être obligé. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur mon orientation sexuelle juste parce que j'ai développé mon pôle plus féminin par répulsion, par dégoût dans un premier temps et pendant très longtemps d'ailleurs du pôle masculin et de ce qu'il pouvait représenter à mes yeux, à savoir justement une certaine folie, une certaine violence, une prédation, l'absence de limites. Et je sais que ça m'a beaucoup marqué à titre personnel qu'on me demande si souvent si mon orientation sexuelle n'était pas celle-ci, alors que elle était clairement, pour le coup, de mon côté, hétérosexuelle. Et mais simplement parce que la sensibilité créait la confusion finalement. Donc Alors, c'est un peu désordonné, parce que j'avais pas prévu de dire non, ça. Mais mais c'est un c'est peu très désordonné, important. mais voilà. C'est très important parce que, justement là, je crois qu'on va toucher quelque chose de fondamental. J'ai eu la même difficulté et je pense que c'est vraiment fondamental et essentiel parce que moi aussi je me suis construit en déconstruisant ou en refusant ou en mettant à distance les modèles du virilisme, parce que pour moi le virilisme, ce n'est pas le masculin, c'est une idéologie patriarcale qui fait du mal à tout le monde et à commencer par les hommes. Et je ne voulais surtout pas, comme Rainer Maria Rilke et comme toi, puisque tu nous l'apprends aujourd'hui, je ne voulais surtout pas être un homme comme ça. Et que je pense que ça a retardé aussi ma prise de conscience que j'étais homosexuel, parce que je ne voulais pas. C'était tellement important pour moi de développer cette sensibilité non viriliste, que moi je dirais même plus maintenant féminine. Je l'ai dit pendant longtemps, mais maintenant je n'ai plus envie de le dire. C'était tellement important que je crois que ça a effacé la question de suis-je homosexuel ou hétérosexuel. C'est-à-dire que j'avais besoin d'abord de m'affirmer en tant qu'homme qui a une sensibilité d'humain dans un corps d'homme, dans un corps masculin, et qui se sent homme, tout en ayant cette sensibilité très forte et très subtile ou fine ou j'en sais rien ou profonde. Enfin, et que je voulais surtout pas qu'on croie que c'est parce que je suis homosexuel que j'ai cette sensibilité-là. Et donc, je pense que ça m'a permis de mettre à côté, de mettre de côté la question de l'homosexualité pour d'abord me construire comme cet homme-là qui pourrait tout à fait être hétérosexuel et qui d'ailleurs l'a été à un moment de sa vie pendant quelques années. Hein, ça a duré un certain nombre d'années, 7 ans, je crois. Donc c'est long hein, dans une vie où j'ai été vraiment dans ce choix de l'hétérosexualité, dans cette vie de l'hétérosexualité, un homme marié qui était fier de son épouse, fier d'être père, qui avait une sexualité avec une femme et qui aimait cette sexualité-là, et qui continuait, parce que c'était dans ma vingtaine, quoi, entre 20 et 30 ans, qui continuait à s'affirmer comme homme sensible. Euh,
loin du virilisme, mais vraiment homme et vraiment sensible. Et que je crois que finalement pour moi, il a fallu que j'en passe par cette affirmation jusqu'à l'apothéose ou la plénitude de cette affirmation d'un homme qui est sensible, avant que je puisse dire, et en plus, accessoirement, je préfère les hommes. Pour Ouais, que surtout on ne confonde pas ça. j'entends et oui, oui, c'est très touchant ça aussi. Il y a un truc, moi, ça fait quelques années que je suis en train de développer cette conscience-là, qui me paraît aussi intéressante. C'est aujourd'hui, je crois qu'il y a plus trop, bah, il y a encore des gens qui vont m'affubler de l'orientation sexuelle de leur choix dans ce qu'ils ressentent comme étant vrai pour moi, au-delà de qui je suis et de, et de ce que je connais de moi. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai refusé le pôle masculin en bloc et je crois qu'aujourd'hui je suis en train de découvrir donc à contrario en fait du mouvement qui est en train bah, qu'on voit autour de nous en fait avec des revendications, des volontés de déconstruction. Aujourd'hui, je contacte le pôle masculin dans ce que j'ai loupé en le refusant en bloc et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que j'ai tellement eu peur, en fait, peur de devenir un gros bourrin dégueulasse, quoi, en gros, pour dire. Un gros prédateur prêt à tout et avec aucune conscience de l'autre, aucune subtilité, aucune sensibilité. J'ai eu peur de ça. Donc j'ai tellement eu peur de ça que je vois bien que maintenant, bon, c'est bon. Je peux me faire confiance sur le fait que ça va pas devenir ça. Je me connais assez pour ça. Et ça m'a permis de comprendre que parfois on pense connaître un sujet, par exemple, dire je ne suis pas, euh, je sais pas comment expliquer. J'ai compris ça sur plusieurs choses. J'ai compris ça par rapport aux émotions, par exemple. Souvent, les émotions qu'on croit ressentir sont les refus des émotions qu'on est en train de ressentir. Donc, en fait, on va pas traduire l'émotion en question. On va ressentir très fort le refus de ressentir cette Mm, émotion. Et on va penser que c'est mm, une émotion parce que ça nous bouleverse. mm, Par rapport à la solitude également. On pense connaître la solitude alors qu'en fait on est en train de souffrir de solitude euh, à différents degrés, soit parce qu'on est isolé et qu'on ne connaît pas beaucoup de gens, soit parce qu'on se sent seul au milieu de tout le monde très souvent. Et donc il y a une confusion entre la connaissance de quelque chose et le fait de l'expérimenter avec beaucoup de rejet. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le pôle masculin dans sa globalité. J'ai rejeté ça en bloc et aujourd'hui je découvre avec bonheur le contact avec ce pôle masculin dont je n'ai plus peur parce que ça va pas me transformer en gros bourrin. Enfin, il faudrait vraiment une baguette magique balèze, je crois, pour que ça opère de cette façon. Je me fais confiance, quoi. Et c'est très important ce que tu dis parce que moi j'ai vécu quelque chose de similaire mais différemment dans l'expérience. C'est-à-dire que contre toute attente, c'est en devenant réellement homosexuel et en vivant réellement ma sexualité avec des hommes que j'ai pu développer mon pôle masculin réel. C'est-à-dire au-delà du virilisme, au-delà des clichés, c'est dans la rencontre, pour moi, hein, dans ma subjectivité, ma singularité, mon unicité, c'est dans la rencontre intime, amoureuse, sexuelle avec les hommes que j'ai pu développer mon masculin, le confirmer, en être fier, alors que dans mon couple hétérosexuel, j'avais justement ce rôle d'homme sensible, féminin, discret, timide, réservé, enfin voilà, et j'aurais pu peut-être passer ma vie sans vraiment pouvoir développer mon propre masculin, un masculin qui vient de l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important qu'on se rende compte que c'est pas l'orientation sexuelle qui permet le développement du féminin d'une femme ou du masculin d'un homme, que ça se passe par une alchimie qui appartient à chacune et chacun et qui dérive de son histoire et de ses expériences de vie. Mais la deuxième chose encore plus surprenante, c'est que je me souviens d'une séance de psychanalyse quand j'avais une trentaine d'années. J'étais dans une relation avec un homme un peu plus jeune que moi, une relation qui n'a pas duré, et où ma psychanalyste m'a fait prendre conscience que j'étais machiste enfin c'était dans une situation en particulier, mais que j'étais machiste dans ma façon d'aborder ma sexualité avec cet homme-là. Et ça a été une grande claque,
ça a été une grande claque parce que ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a fait des années d'efforts volontaires, involontaires, conscients, inconscients, avec des choix pour être un homme sensible, l'affirmer, l'assumer, etc., qu'on n'est pas marqué, qu'on soit femme et surtout homme, par les modèles du machisme, par des choses qui peuvent s'insinuer dans la façon d'être en relation et dans des choses des situations qui peuvent nous paraître très simples, mais où finalement on peut faire pression sur l'autre euh, et où on n'est pas à parité, on n'est pas dans la justesse de la relation. Et ça, pour moi, ça a été une très très grande leçon. C'est un homme sensible ou un homme homosexuel ou un homme hautement sensible, ça ne le garantit rien, ou même un homme féministe, ça ne garantit pas que parfois dans certaines situations, on peut être marqué par le modèle machiste et sans le vouloir et sans s'en rendre compte, le mettre en œuvre malgré soi. Ouais. Ouais, ouais, ça aussi c'est précieux. Je crois vraiment il y a quelque chose d'assez évident dans euh, la peur qu'on peut avoir d'incarner, de se connaître dans une certaine version de soi, qui fait que on est en déni sur pas mal de choses qu'on refuse d'explorer. En fait, on se dit non, c'est pas moi. Je crois que quand on dit ça, on a plutôt peur de rencontrer la version de soi qui pourrait s'en approcher, alors qu'on est capable de tout, en vrai. On est capable de énormément de choses. On a un éventail beaucoup plus large que celui qu'on brandit pour dire je suis cohérent, regardez-moi à quel point je suis lisible, regardez-moi à quel point c'est juste ce que je suis en train de vous donner. Il y a pas de contradiction, ou alors un minimum, essayer de défendre cette image claire, limpide et souvent qui s'apparente à l'image d'une bonne personne. Faut pas déconner, on est en train d'essayer de vendre ça pour le voir dans les yeux des autres et pour le récupérer en disant ah bah si les autres disent que je suis une bonne personne, mais si on leur donne à voir que des choses qui leur donnent cette conclusion-là obligatoirement, on est en train de passer à côté de plein d'informations qui nous concernent, de plein d'expériences qu'on pourrait faire de nous-mêmes, à l'endroit où justement on est humain et où se cache en moi, je sais pas moi, se cache en moi des élans d'agressivité, de colère, des élans de domination, des élans j'ai pas envie de débattre, j'ai pas envie à des moments, je suis tellement percuté par des mots qui vont m'empêcher d'être ouvert sur le sujet, parce que ça va me percuter tellement fort que ça me remet en question dans mon identité. Je suis identifié à ce que la personne vient de nommer. Et si je suis identifié à ce moment-là, je peux plus être constructif. Je peux être juste dans la réaction en train de lui dire, je veux que tu te taises, parce que ça menace mon équilibre intérieur et ma vision du monde. T'es en train de mettre un coup de latte là-dedans et ça me plaît pas. Donc, bah, ça fait partie de moi. Et quand je dis, en étape 3 aller du côté du pôle de l'humanité, il me semble que c'est se rencontrer dans ces zones d'ombre, les accueillir et voir que je suis pas plus vertueux à plein d'égards que quelqu'un qui a choisi justement le pôle machiste pour s'affirmer et trouver qu'il est cohérent et qu'il est valable. Voilà. Tout à fait, c'est très important parce que sinon ça fait de nous des puritains. Il y a toutes sortes de puritanisme et il y a aussi des puritanismes du développement personnel ou de l'écologie ou de la psychologie positive et on ne voudrait montrer de nous que ce qui va bien ou que ce qui est conforme à ce que les autres attendent socialement de nous et on évite nos ombres, on évite nos failles, nos fragilités, nos difficultés et aussi ces lieux où justement la culture des siècles précédents parce que je pense que c'est une culture qui est longue et qui a des racines lointaines, vient s'immiscer dans notre façon d'être femme ou homme ou être social, et qu'on a besoin du courage et de la confiance pour prendre conscience de ces endroits ou ces façons de faire qui ne sont pas justes pour nous et pour les autres. Mm, tout à fait. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de ressentir ton homosexualité comme étant un problème pour les autres? Je ne sais pas. Moi, je suis tellement bien avec qui je suis que je parle très vite de mon compagnon. Je ne cache pas mes sentiments et mon orientation sexuelle, donc tout le monde le sait. Je dirais, puisqu'on en a parlé dans
dans un autre épisode, celui qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps, je dirais que je crois que c'est plus ma sensibilité. Cette sensibilité à fleur de peau, ce cœur ouvert, cette sincérité qui peut gêner les gens, mais non, pas mon homosexualité. Ok.